À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le physicien Albert Einstein, réfugié aux États-Unis, s'inquiète des avancées scientifiques européennes. Alerté par un de ses anciens élèves, Léo Szilard, un juif hongrois qui a fui l'Europe centrale nazie, il décide de prévenir le président Franklin Roosevelt que Français et Allemands parviendront d'ici peu à percer le secret nucléaire et qu'ils pourraient fabriquer une arme nouvelle d'une puissance inimaginable. Nous entrons alors dans une nouvelle ère terrifiante. Une course contre la montre s'engage, mobilisant scientifiques, politiques et services secrets. C'est la plus incroyable et secrète des batailles de la Seconde Guerre mondiale. On l'appelle la bataille de l'eau lourde. Es muss dieses Ergebnis dann der Welt beweisen, für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer. Deutschland, Sieg heil! En décembre 1938, la recherche nucléaire connaît un bouleversement tel qu'il était peu prévisible. Otto Hahn et son assistant, Fritz Strassmann, découvrent la fission nucléaire. Ce n'était pas du tout leur intention. Ils voulaient produire du radium et par hasard, ils ont découvert la fission nucléaire. Cette découverte a été rendue publique dans le monde entier en janvier 1939 grâce à un article dans lequel Otto Hahn rendait compte de ses expériences. Cet article a été publié à l'intention des autres scientifiques. Et les premiers physiciens à avoir mis en place une série d'expériences concluantes pour vérifier, confirmer ou infirmer les résultats d'Otto Hahn sont des Français sous la direction de Joliot-Curie. Frédéric Joliot, au Collège de France, comprend immédiatement que, puisqu'on envoie des neutrons, il y en a d'autres qui sont produits, peut-être une réaction en chaîne est possible. C'est clair que la découverte de la fission produit un emballement dans la communauté scientifique internationale. C'est-à-dire, toute personne qui entend parler que oui, l'uranium se casse, les gens, les physiciens et les chimistes commencent à étudier ça. Les savants qui travaillaient sur les recherches nucléaires, les recherches atomiques à cette époque-là, ça restait un nombre restreint de personnalités, mais qui exploraient un des domaines qui était jugé alors l'un des plus prometteurs. C'était des personnalités qui pouvaient avoir un engagement politique, un engagement en faveur de la paix. Et je pense notamment en France, si on parle de Frédéric Joliot-Curie, un peu la personnalité qui mérite d'être mise très en avant. Frédéric Joliot-Curie ne travaille pas seul, mais en binôme avec son épouse Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. Ensemble, ils ont reçu le prix Nobel de chimie en 1935. Ma mère a publié avant mon père. C'est clair que c'est Irène Curie qui est là, le point d'ancrage. Le couple Joliot-Curie avançait main dans la main pour tout ce qui avait trait à la recherche elle-même sur le nucléaire, sur l'atome. Et évidemment, son rôle a été tout aussi déterminant que son épouse. Simplement, lui a été beaucoup plus engagé par la suite dans ce qu'on peut appeler la bataille de l'eau lourde. Dans l'austère décor du Collège de France, le professeur Joliot-Curie parle d'avenir et d'espoir. La science, l'industrie, la civilisation pourront progresser à pas de géant lorsque nous saurons contrôler la désintégration massive de l'uranium. Mais il nous faudra encore beaucoup chercher. Mais un jour, nous serons maîtres de cette immense réserve d'énergie. Ce sera une ère nouvelle.
L'humanité tout entière en profitera, je sais. En ce mois d'avril 1939, l'horizon politique est sombre. En avril 1939, Frédéric Joliot-Curie publie un article dans lequel il écrit « Oui, le noyau atomique est fissile, le noyau d'uranium est fissile et des quantités d'énergie énormes se forment ainsi. » Il est donc le premier scientifique au monde à avoir confirmé la découverte d'Otto Hahn. Mais ce qui n'était pas écrit dans l'article, c'est que Joliot-Curie a tout de suite informé l'armée et il a commencé des expériences en milieu militaire. En France, on a donc compris très tôt l'importance militaire de la fission nucléaire et il voulait continuer les recherches dans cette direction. En Allemagne, c'était similaire. Plusieurs physiciens ont écrit aux autorités militaires pour les informer que le premier qui maîtrisera cette technologie maîtrisera le monde. La veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, avant que les armes se mettent à parler, il y a deux pays qui sont vraiment à la pointe, c'est la France et l'Allemagne, dans ce qu'on peut appeler la course à l'atome à l'époque. Au final, quelques mois plus tard, le déclenchement de la guerre va isoler l'Allemagne du reste du monde. L'équipe française et les équipes américaines avaient une très mauvaise connaissance, sinon une méconnaissance complète, de ce que faisaient les Allemands. Et c'est aussi cette méconnaissance qui a encore plus accéléré les recherches, puisque ne sachant pas à quel point ils en étaient arrivés, la motivation était toujours de faire le pari le plus pessimiste possible, à savoir ils sont en avance. La lettre que Albert Einstein adresse au président Roosevelt au début du mois d'août 1939 pour lui annoncer que les Allemands pourraient très bien être engagés sur cette voie et arriver avant tous les autres à produire une arme meurtrière à un niveau jamais atteint auparavant et qui pourrait faire balancer le sort de la guerre très rapidement en leur faveur. Et que dans ces conditions, une course doit s'amorcer, puisque si on les laisse faire seuls, ils risquent d'y arriver, et cette découverte, au final, peut être déterminante pour l'issue de la guerre. Il est nécessaire pour notre prestige et pour les progrès de la science, dont chacun profite d'autre part, que l'on donne aux jeunes chercheurs les moyens qui leur manquent actuellement. Frédéric Joliot-Curie a cette initiative quand même assez forte qui est d'aller voir le ministre de l'Armement qui s'appelle Raoul Dautry, qui est un ingénieur qui est formé et conscient de ces questions-là. Et quand Frédéric Joliot-Curie, qui est prix Nobel, un homme extrêmement sérieux, un homme qui ne plaisante pas avec ses sujets de recherche, lui présente les voies dans lesquelles il est engagé et ce vers quoi elle pourrait aboutir. Évidemment, il obtient tout de suite l'oreille de Dautry, le soutien de Dautry, qui porte après sa parole, on va dire, au sein du gouvernement de Daladier. Cette sensibilisation des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, permet d'aboutir à la création d'un nouvel organisme en France. Le 19 octobre 1939, c'est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Alors, a posteriori, on peut établir un lien assez évident entre tous les événements autour de l'eau lourde et tous les événements autour de la mobilisation sur l'atome et la création du CNRS. 6 semaines plus tôt, l'Allemagne envahit la Pologne. Dans la foulée, l'Angleterre puis la France lui ont déclaré la guerre. Une des missions principales du CNRS à sa création, c'est de mobiliser la recherche française en vue d'obtenir une victoire plus rapide sur l'ennemi. Vous voilà, Kowarski. Monsieur, je m'excuse. Vous arrivez à point. Je venais juste de dire à Alban que le moment est venu de décider de l'orientation que nous allons donner à la suite de nos expériences. Cet engagement scientifique ne sera révélé au grand public qu'après la guerre, en 1948, grâce à un film. Un long métrage exceptionnel dans lequel chaque plan, chaque image, chaque propos sont élaborés à partir d'une enquête minutieuse avec toutes les vérifications d'usage. Un film historique d'une exactitude rare. Un document inhabituel et original, puisque tous les principaux acteurs de cette histoire y jouent leur propre rôle, à commencer par Frédéric Joliot-Curie. L'eau lourde nous permettra d'avancer plus rapidement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un produit très rare. Et la quantité dont nous disposons au laboratoire est très insuffisante. Alors, l'eau lourde, on l'appelle un modérateur, c'est-à-dire c'est un élément qui est absolument nécessaire aux yeux de Frédéric Joliot-Curie à ce moment-là, dans les expériences qu'il veut mener, c'est-à-dire que l'eau lourde permet de ralentir les neutrons pour entretenir cette réaction en chaîne qu'on souhaite
justement maintenir en vue d'un dispositif de production d'énergie. Alors, l'eau lourde, qui est quoi ? Qui est un isotope rare de l'eau, qui représente une toute petite proportion de l'eau et qu'on peut obtenir par électrolyse. Et il y a un endroit au monde, je crois, où on peut retrouver, avoir des quantités importantes d'eau lourde, c'est l'usine norvégienne de la Norsk Hydro. Et voilà cette usine. À flanc de vallée, 7 étages d'acier et de béton. Une véritable forteresse, mais apparemment vouée à la pacifique fabrication d'engrais chimiques. 20 conduites géantes amènent du haut de la montagne les eaux d'un lac vers l'usine qui est aussi la plus puissante centrale hydroélectrique du monde. Mais au fond de cette forteresse industrielle, l'énorme masse d'eau décomposée par l'électrolyse livre également goutte à goutte le produit rare qu'elle contient, l'eau lourde. Quelques grammes d'eau lourde par jour. Cette eau lourde va faire de l'usine de Vemork, à Rjukan en Norvège, l'un des pôles d'attraction de la guerre secrète. Et Joliot s'inquiète de tout ça et dit il faut absolument qu'on récupère ces stocks, à la fois parce que nous en avons besoin pour nos recherches, mais aussi parce qu'il ne faut pas que l'Allemagne se dote d'une arme nucléaire dont on peinait encore à imaginer tous les contours. À Paris, Raoul Dautry, ministre de l'Armement, reçoit le professeur Joliot-Curie. Il faudrait donc tout de suite négocier l'achat du stock d'eau lourde, environ 160 litres, qui se trouve à Vemork, et l'amener à Paris. Tout à fait d'accord. La possession de l'eau lourde de Vemork est d'un intérêt capital, et je crains que les Allemands ne nous aient déjà devancés. En effet, à Oslo, l'envoyé du Troisième Reich est assis devant M. Aubert, directeur général de la fameuse usine forteresse. Die Reichsregierung legt größten Wert darauf, dass dieses Geschäft so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht werden kann. Noch einmal müssen wir tief bedauern, dass wir Ihnen nicht entgegenkommen können. Quand la guerre a éclaté en 1939, les Français étaient très intéressés par l'eau lourde qu'ils voulaient récupérer pour leurs recherches à Paris. Mais en janvier 1940, un émissaire allemand envoyé par le Troisième Reich est arrivé le premier pour défendre les intérêts des scientifiques allemands. Il voulait acheter toutes les réserves d'eau lourde d'ici. Mais les Norvégiens ont refusé parce que les Allemands n'ont pas donné les bonnes explications quant à l'usage qu'ils en feraient. En mars 1940, un Français, un certain Jacques Allier, est venu ici pour rencontrer le directeur de l'usine de la Norsk Hydro et lui a demandé de lui remettre le stock d'eau lourde. Et à Paris, Raoul Dautry reçoit en présence de Joliot-Curie un mystérieux personnage. Donc, vous êtes volontaire pour cette mission en Norvège. Vous êtes en effet tout désigné pour mener à bien cette négociation. Il est inutile, n'est-ce pas, que je revienne sur les risques de l'opération? Tout à fait inutile, monsieur le ministre. Ne perdez pas une heure. Vous savez comme moi que l'Allemagne peut attaquer la Norvège d'une minute à l'autre. Alors une décision importante est prise le 20 février 1940 dans le bureau de Raoul Dautry, c'est d'envoyer Jacques Allier en mission en Norvège auprès de l'usine Norsk Hydro, qu'il connaît bien, afin de récupérer un stock d'eau lourde de quasiment 200 litres. Cette usine s'est montée grâce à des capitaux de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Mon grand-père Jacques Allier travaille à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Il est l'émissaire de cette banque auprès de cette usine. Et très rapidement, je crois, il a noué des liens à la fois d'estime professionnelle, mais aussi il y a une véritable affect et de l'amitié vis-à-vis des Norvégiens et vis-à-vis des responsables de l'usine de la Norsk Hydro. J'ai toujours su que c'était une mission risquée et qu'il avait assez rapidement compris, mon grand-père, qu'il était effectivement repéré par les Allemands. Donc il a été à la Norsk Hydro où il a rencontré les responsables de cette usine et notamment donc monsieur Axel Aubert, qui était un Norvégien avec qui il avait d'excellentes relations depuis déjà plusieurs années. Et il lui a expliqué qu'il venait au nom du gouvernement français pour négocier le rachat des stocks d'eau lourde, de la totalité des stocks d'eau lourde dont disposaient les Norvégiens. Il s'est permis, alors que tout était absolument totalement secret, de dire à cet Axel Aubert le but réel aussi, de pouvoir ramener cette eau lourde pour des raisons de guerre. Et Aubert, qui était pourtant neutre, comme la Norvège était en position de neutralité, lui a dit, je crois avec beaucoup d'émotion, que
que c'était une raison de plus pour lui de lui remettre cette eau lourde, qu'il n'était pas question que la France paye quoi que ce soit tant qu'elle n'aurait pas gagné, et que si la France perdait la guerre, malheureusement, peut-être que lui serait mis en cause pour ce qu'il avait fait, mais qu'il l'assumait la tête haute. Et par une nuit glaciale de mars 1940, le seul stock d'eau lourde existant au monde quitte l'usine forteresse de Weymork par les routes enneigées du Télémaque. Mon grand-père est reparti à Oslo avec, il y avait à peu près 200 litres d'eau lourde, 28 bidons. Et donc mon grand-père, aidé par les services secrets, a élaboré un scénario pour tromper l'Allemagne. En fait, il y avait 2 avions qui décollaient. Il y en avait un qui partait pour Amsterdam et un qui partait a priori pour Édimbourg, en tout cas pour l'Écosse, à peu près en même temps. Et donc mon grand-père a réservé des places sur les 2 avions, mais l'objectif était de faire croire aux Allemands qu'il allait faire Oslo-Amsterdam. En réalité, l'avion qui allait en Écosse était un peu en embuscade derrière, et mon grand-père était redescendu par la soute pour remonter dans l'avion qui partait à Édimbourg. Les bidons d'eau lourde et Jacques Allier et ses sbires ont pris l'avion pour Édimbourg. Et donc, ils ont atterri sans encombre pendant que l'avion d'Amsterdam était détourné par la Luftwaffe, fouillé intégralement. Et voilà, le tour était joué. Des pierres seulement dans cette valise-là. Oslo, Édimbourg, Édimbourg, Paris, l'eau lourde dans ses bidons repose enfin au fond des caves du Collège de France. Trois semaines plus tard, le 19 avril 1940, l'Allemagne attaque et envahit la Norvège. Si l'usine d'eau lourde intéresse fortement les Allemands, cette invasion est principalement stratégique pour le Troisième Reich. Il s'agit de contrôler les voies maritimes et l'accès à l'Atlantique. Après seulement, en mai 1940, Hitler décide d'envahir et occuper la France. Les Ardennes, Paris, l'invasion fulgurante de la Wehrmacht provoque un exode massif des Français qui fuient vers le sud. C'est la débâcle. Ce qui fait que Frédéric Joliot-Curie et ses collaborateurs sont contraints de faire transiter cette eau lourde, c'est quand même 200 litres dans des bidons, c'est encombrant, dans un pays qui est en pleine catastrophe, en plein écroulement. Et donc ils embarquent à bord de quelques véhicules. Un de ces véhicules est d'ailleurs conduit par Joliot-Curie lui-même. À ses côtés, il y a sa compagne qui est à ce moment-là aussi très gravement malade. Et donc, par étapes successives, on arrive tout d'abord à Clermont-Ferrand. On crée un petit laboratoire secret près de Clermont-Ferrand. Et on y déménage, autant qu'on le peut, ce qu'il faut pour refaire les expériences, avec l'idée qu'on arrivera à arrêter les Allemands à la Loire. On va encore travailler là où c'est pas occupé. Dans une villa de Clermont-Ferrand, Joliot-Curie et ses collaborateurs ont installé en un temps record un laboratoire de fortune. Tout à l'heure, vous partirez pour Bordeaux. J'ai obtenu du gouvernement un ordre de mission vous chargeant de continuer les recherches hors de France avec l'eau lourde. Et ensuite, le convoi du Collège de France se dirige vers Bordeaux. En cours de route, Irène Joliot-Curie, elle, doit s'arrêter. Elle va se reposer dans un hôpital, un sanatorium. Et c'est Frédéric qui va arriver jusqu'à Bordeaux. Un navire réussit à quitter Bordeaux avant l'arrivée des Allemands. À son bord, l'eau lourde fuit vers les laboratoires anglais. Frédéric Joliot-Curie décide de rester en France pour s'occuper de son épouse, Irène Curie, atteinte de la tuberculose et hospitalisée. Puis, quelques semaines plus tard, il rentre à Paris où les Allemands occupent leur laboratoire du Collège de France. Les Joliot-Curie reprennent leurs travaux, mais sabotent volontairement les expériences trop sensibles. Quant à l'eau lourde des Français, elle est arrivée en Angleterre puis envoyée outre-Atlantique. Les Allemands n'ont d'autre choix que de se tourner vers la Norvège pour s'en procurer.
Nous nous trouvons dans l'usine, l'ancienne centrale électrique de Vemork, l'unique endroit en Europe et au monde où l'on fabriquait de l'eau lourde. Cela voulait dire que l'ensemble de la production mondiale d'eau lourde se trouvait ici. Donc à l'été 1940, l'eau lourde tombe entre les mains des Allemands, qui ordonnent à Hydro d'augmenter la production d'eau lourde. L'eau lourde devient un enjeu capital pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne fait main basse et met sous coupe réglée l'usine Norsk Hydro afin qu'elle produise de l'eau lourde pour les savants allemands et notamment pour Heisenberg qui est le plus engagé dans ses recherches en Allemagne. Heisenberg avait calculé qu'il lui fallait environ 5 tonnes d'eau lourde pour faire fonctionner un réacteur. C'est donc pour cela que la production d'eau lourde a été accélérée en Norvège. Dans cette bataille, les Allemands marquent pourtant un point capital. Ils n'ont pas eu le stock, ils ont l'usine. Mais si là-bas leurs exigences donnent libre cours, ils se heurtent déjà à la résistance intérieure de l'usine. 5000 Kilo, mein Herr. 5000. Dieses Jahr. Unmöglich, dazu brauche ich. Was Sie brauchen, bekommen Sie. Ich brauche 5000 Kilo. Auf Wiedersehen. Dans la direction, dans les cadres, parmi les ouvriers, la résistance norvégienne bâtit son premier réseau. Hva var det den karen ville for noe? De vil at vi skal øke tungtvannsproduksjonen. Vet du hvorfor? Hvis det er det jeg tror, så må vi underrette de allierte omgående. Quand les Britanniques ont compris à leur tour qu'il était possible de construire une bombe atomique grâce entre autres à l'eau lourde, le signal d'alarme fut tiré. Et ils décidèrent de s'attaquer au projet allemand en détruisant Vemork. Les hommes qui ont participé aux 2 premières actions étaient de jeunes garçons qui étaient partis en Angleterre pour apprendre et s'entraîner à devenir des soldats afin de revenir en Norvège pour combattre les forces d'occupation nazies. C'étaient de jeunes garçons tout à fait normaux qui avaient entre 23 et 28 ans et qui venaient de différentes régions de Norvège. Ils étaient de toutes les couches sociales, mais ils avaient en commun d'avoir été en Angleterre suivre une formation militaire. Ils étaient revenus clandestinement en Norvège pour compliquer au maximum la tâche des Allemands et essayer de les bouter hors du pays. C'était ça leur mission. Joachim Rønneberg n'avait que 21 ans quand il s'est enfui de Norvège pour aller en Angleterre. Il fut désigné pour être le chef du groupe, même si avant de partir en Angleterre, il n'avait reçu aucune formation militaire. Il n'avait même pas participé au combat de 1940 et il était le plus jeune de tous les résistants. Nous sommes ici à Berlin dans le laboratoire bunker de l'Institut de physique Kaiser Wilhelm. Ce laboratoire a demandé beaucoup d'efforts et de moyens. Il a été construit fin 1942, début 1943, avec de très gros murs pour éviter que les radiations aillent vers l'extérieur. C'était très moderne à l'époque et avec un bras mécanique, on pouvait manipuler de l'uranium et de l'eau lourde sans risque pour les physiciens. Jusqu'à l'été 1941, le Reich allemand avait de l'avance dans le domaine de la recherche nucléaire. Après la découverte de la fission nucléaire, un groupe de recherche est formé, le groupe Uranium, avec environ 100 chercheurs qui étaient sous la houlette des militaires. Ils cherchaient à savoir s'il était possible de construire un réacteur nucléaire. Heisenberg a favorisé un agencement qui combinait des plaques d'uranium et de l'eau lourde. C'est une sorte de réacteur en strates. Une couche d'uranium, puis une couche d'eau lourde. Une couche d'uranium, puis une couche d'eau lourde. Le tout dans une boule.
Il y a de très nombreux indices qui indiquent qu'Eisenberg ne voulait pas prendre la décision de fabriquer une bombe ou pas. Mais à l'été 1941, il était très clair aussi pour eux que ce réacteur ne servirait pas seulement à la production d'énergie. Werner Heisenberg, lauréat du prix Nobel en 1932, est l'un des plus brillants chercheurs de sa génération, et il est reconnu comme tel par la communauté scientifique internationale. Avant la guerre, il était proche d'Einstein et du couple Joliot-Curie, ici avec lui lors du congrès des physiciens de Solvay en Belgique. Heisenberg n'était pas un nazi, bien au contraire. À la fin des années 30, Heisenberg a été attaqué par des journaux pro-nazis et même traité de « juif blanc » parce qu'il était très proche d'Einstein, surtout en ce qui concerne ses recherches. Certaines branches des SS lui en voulaient pour cela et ils l'ont harcelé et attaqué. Il était vraiment sous pression. Les Joliot-Curie, tous les deux, étaient membres des comités antifascistes, mais c'était pas, si vous voulez, les leaders d'opinion des intellectuels français. Langevin est engagé contre le fascisme, c'est une grande figure antifasciste de l'entre-deux-guerres des années 30. À l'arrestation de Langevin, c'est un point de départ pour la résistance universitaire qui va donc mettre mon père en contact avec des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés sans ça. Il va prendre les contacts qu'il faut avec les groupes de résistance pour faire en sorte que ma mère puisse partir avec les enfants et être envoyée passer clandestinement en Suisse. Donc on va partir et lui va rentrer réellement dans la résistance. Alors qu'à Paris, les scientifiques entrent en résistance et que Joliot-Curie rejoint un réseau dans la clandestinité, au même moment, à Vemork, les résistants norvégiens vont passer à l'action. L'opération de sabotage contre l'usine de Vemork avait pour nom de code Gunnerside. Leur mission était de faire sauter l'usine et de détruire la production d'eau lourde. Les 9 hommes vont se mettre en route. Objectif, la petite pièce au fond de l'usine forteresse où goutte à goutte, l'eau lourde guettée par les savants et par les chefs de guerre tombe dans les cuves. Voie d'accès, longue et périlleuse. D'abord, les 9 patriotes saboteurs devront descendre jusqu'au fond de la faille rocheuse qui s'ouvre au pied de l'usine. Puis ils devront escalader la falaise abrupte de l'autre versant. Et de là, s'engager à découvert le long de la voie ferrée qui pénètre dans l'usine. Partout ailleurs, ce ne sont que mitrailleuses et champs de mines. Ils ont effectué la première partie de la descente à ski. Ils portaient alors tous l'uniforme militaire britannique et des combinaisons blanches par-dessus. Mais quand ils sont arrivés à cet endroit précis, ici, ils ont enlevé leurs skis et ils ont descendu cette pente en marchant et en portant leurs skis sur l'épaule. En arrivant à cet endroit, ils avaient la première vue d'ensemble sur Vemork et ils pouvaient enfin découvrir leur objectif. Il est certain que leur cœur battait fort en regardant en bas et en découvrant où ils allaient. Ils partent en courant et ils ne sont qu'à 10-15 mètres de l'usine seulement quand ça explose.
Le commissaire du Troisième Reich, Josef Terboven, et le général von Falkenhorst sont venus inspecter les lieux à Vemork. Et Falkenhorst a déclaré que c'était le plus beau sabotage qu'ils aient vu de toute la guerre. Großartige Sabotageleistung. Dies muss alles sofort wieder aufgebaut werden. Aber wir können sofort. Und damit die Zeit, die durch diesen Unfall verloren gegangen ist, wieder eingeholt werden kann, verlangt das Reich noch bedeutend gesteigerte Produktion. Malheureusement, l'usine de Vemork a été reconstruite. Et à la fin de l'année, on a pu y reprendre la production de l'eau lourde. Pour arriver à un objectif militaire, donc à une bombe, des bombes, on en était quand même très loin. La conviction de mon père, c'est que c'était totalement hors de portée avant d'arriver à bien autre chose. La lettre d'Einstein a été l'acte numéro 1 de la prise de conscience des autorités américaines que la fission de l'uranium, son utilisation dans une réaction en chaîne, pouvait aboutir à des dispositifs producteurs d'énergie, mais pouvait aussi aboutir à une réaction super accélérée, explosive, qui pouvait faire une bombe. Et pour faire plus et plus vite, eh bien, personne n'aurait encore imaginé le projet Manhattan. Et la puissance économique qui a été mobilisée pour ça. 20 milliards de dollars sont dépensés pour mener à bien le projet Manhattan. 130 000 personnes, sous la direction scientifique du physicien-chercheur Enrico Fermi, travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour fabriquer la première bombe atomique de l'histoire. Et pour gagner cette course contre la montre, tout est mis en œuvre par les Alliés pour ralentir les recherches allemandes. À partir de 1943, les bombardements sur Berlin et toutes les grandes villes du Reich se sont intensifiés. Les scientifiques responsables se sont alors posé la question : où aller pour pouvoir continuer nos expériences ? En 1943, à Berlin, 2 choses étaient déjà claires pour eux. D'une part, la guerre était perdue. D'autre part, ce seraient les Russes qui arriveraient à Berlin en premier. Et ils ne voulaient surtout pas tomber entre leurs mains. C'est pour cette raison qu'ils sont allés le plus possible vers l'ouest, ici, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le déménagement a été bien sûr très difficile, très compliqué, mais tout le matériel a été amené en 1944 de Berlin à Haigerloch lors d'un voyage rocambolesque. Dans cette grotte avant-guerre, on y brassait et on y entreposait de la bière. Les scientifiques qui ont travaillé ici étaient Heisenberg, Weizsäcker et Wirst. Wirst était l'ingénieur technique, Weizsäcker le théoricien et Heisenberg le patron. Erste Füllung 7:15 Uhr. Stopp. Là, dans cette grotte de Haigerloch, loin des bombardements alliés et de la menace soviétique, le scientifique allemand Heisenberg avec son équipe semble proche de pouvoir réaliser la première bombe atomique de l'histoire. Il demande donc à rapatrier toute l'eau lourde de l'usine norvégienne de Vemork pour mener à bien leurs expériences.
Heisenberg considérait que les 5 tonnes d'eau lourde étaient suffisantes pour construire un réacteur. Denne prosessen den foregår jo i flere stadier, og etter hvert økende konsentrasjon. Londres, minutieusement tenu au courant, apprend par eux qu'un important stock d'eau lourde est de nouveau en train de s'accumuler au fond de l'usine. Le haut commandement allié ordonne, à tout prix, empêcher que l'eau lourde n'arrive jusqu'aux laboratoires ennemis. Détruire convoi coûte que coûte, par tout moyen. Ordre impératif de succès. À cette époque, l'organisation de la résistance norvégienne, avec ses agents au sein même de l'usine, obtient des informations très exactes sur le moment où ce transfert va se faire. En accord avec Londres, l'ordre est donné aux résistants restés dans la montagne d'arrêter ce transport. Après de nombreuses discussions, ils en arrivent à la conclusion que le seul moyen de stopper ce transfert d'eau lourde est de faire couler le ferry sur le lac Tinn, là où les wagons traversent le lac pour pouvoir continuer vers l'Allemagne. Jeg liker ikke denne jobben, Ebbe. Det kan koste menneskeliv. Hvis tyskerne får tungtvannet, så kan det koste mer. Går den riktig denne klokka? Ja. Natten til 20. februar 1944 så sniker La nuit du 18 février 1944, Knudsen, Oglit et 2 autres résistants s'introduisent sur le ferry Hydro et placent une bombe à retardement dans les cales du ferry. Le ferry est mal surveillé. Ils montent à bord très facilement. Ils y placent des explosifs équipés d'une minuterie grâce à 2 réveils qui, en se rencontrant, déclencheront l'explosion. Dans 9h55, à 10h45 du matin. Puis ils s'enfuient et disparaissent dans la montagne. Le lendemain, la précieuse cargaison destinée à l'Allemagne est chargée sur le ferry. Le ferry quitte le quai et s'éloigne sur le lac Tinn. Ce matin-là, 18 personnes trouvèrent la mort. Là où le lac Tinn est le plus profond, le ferry a coulé. Il fait 460 mètres de profondeur et le ferry gît par 430 mètres de fond. Mais par chance, c'est aussi le passage où le lac est le plus étroit. Et donc, ceux qui ont entendu l'explosion purent rapidement porter secours aux naufragés avec leur barque en ramant très fort. Heureusement, les eaux n'étaient pas prises par la glace ce jour-là. Il a donc été possible de les secourir avec des barques, de les hisser à bord et de regagner la rive. La grande priorité des Américains au moment du débarquement, c'est de savoir où en sont les Allemands. Il faut dire que la bombe américaine est presque au point, mais pas encore tout à fait. C'est un immense secret. Mais eux ne savent pas où en sont les Allemands. Les bruits les plus fous courent. Est-ce que les Allemands sont
proches d'avoir cette arme nouvelle et terrifiante. Ils ignorent l'avancée des travaux de Heisenberg et de son équipe en particulier parce qu'il n'y a plus de contact entre les savants allemands et le reste de la communauté. Le gouvernement américain va mettre en place une cellule scientifique qui va avancer sur le talon des armées américaines pour faire une moisson d'informations scientifiques. Donc, peu après le débarquement en Normandie, va arriver en Europe une mission qui va porter le nom de Alsos, qui est en fait une coopération entre des militaires et des scientifiques, et qui va arriver à Paris fin août 1944, au moment de la libération de Paris. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Au moment où Paris est libéré et où le territoire national est peu à peu libéré de l'occupation allemande, Frédéric Joliot-Curie est reconnu par les Alliés, en premier lieu par les Américains, comme le formidable scientifique qu'il est, comme le résistant qu'il a été pendant les 4 années de l'occupation, mais, alors ça c'est un point tout à fait noir dans son curriculum aux yeux des Américains, comme un membre du Parti communiste. Joliot-Curie, parce qu'il a un passé de communiste et qu'il a cette étiquette-là, n'est certainement pas un homme de confiance de la mission Alsos, même si c'est un savant éminemment respecté. Alors, la mission Alsos est une mission très politique. On sait qu'il faut aller chercher les savants allemands avant que les soviétiques ne mettent la main dessus. Donc on est déjà dans une concurrence interalliée. La mission Alsos consiste à récupérer en priorité les équipements de recherche et les scientifiques allemands là où ils sont. Pour l'Union soviétique, l'objectif principal est d'arriver en premier à Berlin, afin d'être reconnu comme le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et apparaître comme l'égal des États-Unis. À la fin des expériences dans la grotte, dans la cave, les scientifiques ont appris que les Alliés seraient bientôt à Eigerloch. Ils ont alors décidé de cacher le matériel, l'uranium et l'eau lourde, car ils espéraient pouvoir poursuivre leurs expériences après la guerre. Ils trouvèrent des cachettes appropriées à côté du château d'Eigerloch, là-bas, à la lisière de la forêt. Là, ils ont emballé les cubes d'uranium dans des caisses et ils les ont enterrés. Mais ils ne pouvaient pas cacher l'eau lourde avec les cubes d'uranium. Alors, ils ont trouvé une autre cachette, dans un moulin, près d'Eigerloch. Leur objectif était de reprendre leurs recherches après l'occupation. Mais bien sûr, ce n'était qu'un fantasme. Alors, la mission Alsos arrive à Eigerloch en avril 1945 et elle va immédiatement aller voir cette fameuse cavité dans la roche où se trouve ce qu'on appelait à l'époque encore la pile à uranium que Heisenberg avait fait installer à cet endroit. C'est toujours le privilège des vainqueurs de pouvoir écrire l'histoire, et Alsos aussi a écrit l'histoire. Alsos n'avait pas seulement pour mission de capturer des physiciens allemands, ni de voir où les Allemands en étaient réellement dans la recherche nucléaire, mais il avait aussi pour mission de divulguer de la désinformation. C'est écrit dans les archives d'Alsos. On désinformait volontairement pour ne pas donner d'informations aux potentiels nouveaux concurrents, l'Union soviétique. Il faut s'inscrire déjà dans une logique de guerre froide. Il ne faut pas voir seulement ce qu'Alsos a publié, mais ce qu'il n'a pas publié. Et c'est similaire du côté russe.
Ces deux grandes puissances ont commencé à s'espionner avant même la fin de la guerre et elles n'ont pas donné leurs propres informations à l'autre, même si à l'époque ils étaient alliés. Les Américains les troupes américaines qui avaient avancé en Saxe, en Thuringe, et qui, après des arrangements interalliés, savent qu'ils vont laisser ces territoires aux Soviétiques pour en récupérer d'autres, avant de quitter la Saxe et la Thuringe, ramènent massivement vers l'ouest de l'Allemagne et du matériel scientifique et des savants, précisément pour que ça ne tombe pas dans l'escarcelle des Soviétiques. Les Soviétiques font la même chose. Ce sont eux qui ont pris Berlin et ils vont s'emparer du matériel. Ils vont aussi prendre des techniciens, des ingénieurs qui sont là et les amener directement en Union soviétique. On savait peu de choses sur les missions Alsos russes. Ces dernières années, on a pu accéder à certaines archives qui montrent que les soviétiques, physiciens et services secrets, avaient une assez bonne connaissance de ce qui se passait en Allemagne pendant la guerre. Les services secrets soviétiques savaient ce qui se passait à Vemork avec la production d'eau lourde. Moscou en a eu connaissance très tôt. Leurs services secrets savaient aussi quel rôle et quel jeu Heisenberg jouait. Car en Suisse, ils avaient un efficace réseau d'espionnage connu sous le nom de l'Orchestre Rouge. Et ils savaient tout des avancées des recherches du nucléaire en Allemagne. Nous pouvons l'affirmer aujourd'hui, car une partie des papiers qui atterrissaient sur le bureau de Kortchakov peuvent désormais être consultés. Kortchakov était le physicien qui dirigeait le projet atomique soviétique qui a aussi démarré pendant la guerre. Kortchakov avait une chambre au Kremlin et il était le seul physicien à qui on faisait passer les documents secrets. Il avait une idée assez claire d'où en étaient les Allemands, mais aussi d'où en étaient les Américains. Et il connaissait le projet allemand beaucoup mieux et plus en détail que ne le connaissait la mission Alsos. Le CNRS, sur décision de Joliot-Curie, en mai 1945, va décider de monter une mission du CNRS en Allemagne, dirigée par des scientifiques, pour aller mener cette triple mission d'information, de contrôle, mais aussi, il est vrai, de réquisition de matériel. Et une partie du matériel réquisitionné sera ramenée en France, d'ailleurs, ici, à Bellevue, au CNRS, dans ces laboratoires. Je dirais, sur l'instant, il n'y a aucun témoignage direct. Des morts, il y en a un nombre considérable, mais très vite, aux États-Unis, il y a une bataille. Est-ce que notre sécurité doit reposer sur le fait que nous avons la bombe atomique et pas les autres, ou bien est-ce qu'elle doit reposer sur des accords internationaux ? C'est une rupture, là. Manifestement, les Américains choisissent America First et la situation internationale qu'elle se débrouille, et la course aux armements va démarrer. Là-dedans, les Joliot-Curie, tout de suite, ont une position pour la paix. On a besoin d'un organisme spécifique relié à la tête du gouvernement pour traiter des problèmes de développement de ce qu'on appelle maintenant l'énergie atomique. Le CEA est créé le 2 novembre 1945 avec le soutien du général de Gaulle. On est 3 mois après l'utilisation de la bombe atomique au Japon. C'est-à-dire que la force de l'atome, elle est désormais reconnue au niveau international. Et le général de Gaulle, soucieux qu'il est de la grandeur du pays, de l'indépendance nationale, ne peut pas ne pas imaginer
fournir à la France le moyen de se doter d'une telle arme, elle aussi. Mais la première ambition des scientifiques, leur premier objectif, c'est avant tout de doter le pays d'un dispositif de production d'énergie. La première pile atomique française vient d'entrer en fonctionnement au fort de Châtillon. Un bâtiment moderne abrite cette réalisation de la science française qui, après avoir ouvert la voie aux recherches sur l'énergie nucléaire, a maintenant 6 ans de retard sur les réalisations américaines. Pour tenter de combler cet écart entièrement imputable à la guerre et à l'occupation, il a fallu travailler sans relâche à doter la France d'une machine productrice d'énergie atomique. L'équipe réunie par M. Frédéric Joliot-Curie et dont M. Kowarski est l'un des animateurs peut présenter aujourd'hui Zoé, première pile atomique française, à M. Vincent Auriol, venu s'initier au mystère des corps radioactifs. Le président de la République associe Mme Joliot-Curie aux félicitations qu'il adresse au haut-commissaire à l'énergie atomique. Zoé, c'est une pile atomique, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit réacteur nucléaire. Et le nom est un anagramme qui signifie Z comme zéro puissance, c'est-à-dire que c'est un réacteur expérimental de très faible puissance. Le O, c'est pour oxyde d'uranium naturel, c'est le combustible. Et le E, c'est pour eau lourde, puisque c'est le modérateur, l'élément clé de cette fameuse réaction en chaîne. Zoé, c'est le premier réacteur européen et français qui a, comme on a dit à l'époque, cassé le monopole anglo-américain de l'énergie nucléaire. Les connaissances, elles se partagent. Et de ce point de vue, la science est un patrimoine commun de l'humanité. Et il faut le défendre comme tel. Je me réfère toujours à la phrase de Pierre Curie après la découverte du radium, qui est que, en réalité, les découvertes apportent le passé et le monde toujours plus de bien que de mal. Mais bien entendu, les hommes doivent être vigilants pour que le mal ne l'emporte pas.